On va parler de la biosphère. Imaginez une fine pellicule de vie, quasi invisible à l'échelle de l'univers, mais qui contient absolument tout ce qui vit, tout ce que l'on connaît. C'est ça la biosphère. C'est l'enveloppe vivante de notre planète. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment cette couche, à la fois fragile et incroyablement complexe, fonctionne. Des plus petites cellules jusqu'aux écosystèmes les plus gigantesques. Mais alors, la grande question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui rend la Terre si spéciale? Pourquoi est-elle une exception foisonnante de vie dans notre système solaire? Qu'est-ce qui l'anime? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, voilà notre plan de route. On va commencer par définir cette fameuse enveloppe vivante. Puis, on plongera voir quel est le moteur de la vie. Après ça, on creusera un peu pour comprendre la fondation du sol. De là, on prendra de la hauteur pour découvrir les grands mondes vivants. Et enfin, on verra comment tout ça s'assemble pour former un système interconnecté. C'est un vrai voyage à travers les échelles. Allez, on commence par le commencement. Première partie, l'enveloppe vivante. Essayons de poser les bases, de définir les contours de ce monde. La biosphère, ce n'est pas juste une simple collection d'êtres vivants. Non, c'est bien plus que ça. C'est une immense communauté en dialogue constant avec le monde minéral. Le climat la sculpte, la roche la nourrit, le sol l'ancre. Et au cœur de ce dialogue permanent, il y a un acteur absolument central, les plantes. Elles sont en quelque sorte le pont, le lien immobile entre la terre et le ciel. Ok, mais comment cette vie est-elle alimentée? D'où vient toute cette énergie? On va plonger au cœur du réacteur de la planète. L'étincelle qui met le feu aux poudres, la photosynthèse. Ici, le concept clé, c'est l'autotrophie. C'est un mot un peu savant pour décrire le véritable superpouvoir des plantes, leur capacité à transformer le minéral en vivant, à créer de la matière organique à partir de presque rien. Sans cette alchimie fondamentale, la chaîne alimentaire qu'on connaît, elle n'existerait tout simplement pas. Et le nom de ce super-pouvoir, c'est donc la photosynthèse. Et c'est, sans l'ombre d'un doute, la réaction chimique la plus importante de l'histoire de notre planète. Il faut bien s'en rendre compte. On prend des éléments inertes, de l'eau, du CO2, et avec la seule énergie du soleil, on les transforme en matière vivante. C'est de la pure magie au cœur de la biologie. Le processus est d'une élégance sol. C'est simple. Étape 1. La plante absorbe de l'eau par ses racines et du dioxyde de carbone par ses feuilles. Étape 2, l'énergie du soleil arrive et elle agit comme un catalyseur. Elle lance la réaction. Et l'étape 3, c'est le miracle. La plante fabrique du glucose, son propre carburant, et elle rejette ce dont on a besoin pour vivre, l'oxygène. Le déchet d'une plante est ce qui nous permet de respirer. C'est incroyable. Bien, on a vu la plante, on a vu son moteur, maintenant regardons ce sur quoi elle repose. La fondation du sol. Et on va voir que c'est bien plus que de la simple terre. Quand on pense au sol, on imagine souvent de la terre inerte. C'est une erreur fondamentale. Le sol est un monde en soi, un écosystème qui grouille de vie. C'est le point de rencontre entre le monde minéral, qui vient de l'érosion de la roche, et le monde organique, qui vient de la décomposition de tout ce qui a vécu. C'est le véritable berceau de la vie sur Terre. D'ailleurs, si on faisait une coupe dans le sol, on verrait qu'il est organisé en couches, un peu comme un millefeuille, on appelle ça les horizons. Tout en haut, l'horizon haut, c'est la litière, les feuilles mortes. Juste en dessous, l'horizon A, plein d'humus, mais que la pluie lave sans arrêt. Et les éléments lavés, ils descendent et s'accumulent dans l'horizon B, juste en dessous. Et encore plus bas, on a l'horizon C, la transition vers la roche-mère. Parfois même, il y a un horizon E, qui est une couche très appauvrie. Chaque sol raconte une histoire. Allez, maintenant, on change complètement d'échelle. On prend de la hauteur, on dézoome à fond pour voir comment ce moteur et cette fondation donnent naissance à de vastes mondes vivants à l'échelle de la planète entière. Pour ça, on utilise le mot biome. Un biome, c'est une très grande région du monde, comme une forêt, une steppe, un désert, qui est définie par un type de végétation dominant et les animaux qui y vivent. Et qui est le grand chef d'orchestre qui décide de tout ça? C'est le climat. Prenons un exemple extrême, la forêt équatoriale. Là-bas, il y a de l'eau et de la chaleur à volonté toute l'année. Résultat, la vie explose littéralement. C'est une compétition acharnée pour aller chercher la lumière tout en haut. Ça nous donne ces cathédrales végétales sur plusieurs étages où le sol, lui, est plongé dans une quasi-obscurité. Chaque centimètre carré est un combat pour l'existence. Mais ce qui est fascinant, c'est que toute cette exubérance cache une immense fragilité. C'est ce que l'auteur Gabriel Ruggeri appelle un colosse aux pieds d'argile. Pourquoi? Parce que l'activité biologique est si intense que l'humus n'a pas le temps de se former. En plus, les pluies constantes lessivent les sols, qui deviennent très pauvres. En fait, toute la richesse de la forêt, elle est dans les arbres eux-mêmes, pas dans le sol. C'est paradoxal. Et maintenant, à l'exact opposé, on a le désert. Le moteur, la photosynthèse, c'est le même, mais le contexte change tout. D'un côté, l'abondance d'eau crée la luxuriance sur des sols pauvres, de l'autre, le manque d'eau
ne permet qu'une vie rare, hyper spécialisée, sur des sols quasi inexistants. C'est la preuve éclatante que le climat est le grand sculpteur du vivant. Et pour survivre dans cet environnement hostile, les plantes qu'on appelle les xérophytes ont dû faire preuve d'une ingéniosité folle. Certaines transforment leurs feuilles en épines pour limiter l'évaporation, d'autres, comme les cactus, deviennent des sortes de réservoirs d'eau sur pattes. Il y a aussi le nanisme pour résister au vent, ou le développement de racines immenses pour aller capter la moindre goutte d'eau. Chaque plante du désert est un petit chef-d'œuvre d'adaptation. Bon, on arrive au bout de ce voyage. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle, car le tout est bien plus que la somme de ses parties. Le concept qui nous aide à comprendre ça, c'est celui de géosystème. L'idée est simple. Le climat, le sol, le relief et le monde du vivant ne sont pas des éléments séparés. Ils sont en interaction constante, ils s'influencent les uns les autres et forment un système unique et dynamique. Chaque biome est simplement l'expression locale de ce grand système. Et l'être humain dans tout ça, eh bien, on n'est pas des spectateurs extérieurs, on fait partie intégrante de la biosphère. Sauf que notre influence est devenue si puissante qu'on est devenu une véritable force géologique. On modifie en permanence le système tout entier, le climat, les sols et la vie elle-même. Et c'est peut-être ça l'idée la plus importante à retenir. La biosphère n'est pas un décor de théâtre figé. Pour reprendre les mots de la source, c'est un équilibre mobile. C'est un balai incessant d'adaptation, de changement, d'évolution. Rien n'est jamais statique. Ce qui nous amène à la question finale, la question essentielle. Dans ce grand équilibre mobile, dans ce système complexe et interconnecté dont on fait partie, quel rôle choisit-on de jouer collectivement ? La question évidemment reste ouverte.